Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Alors, je suis Eric Koulodi, data scientist, ingénieur machine learning, et aujourd'hui nous sommes le jour de sur 90 sur Road to Data Scientist Modern en 90 jours. Alors, bien évidemment, on va essayer d'expliquer ce que c'est. Alors, Road to Data Scientist Modern en 90 jours pour devenir opérationnel est en général une académie qui vous permet de devenir opérationnel sur le marché de l'emploi en général dans le monde. À travers toutes les entreprises, vous arrivez à vous démarquer par rapport à toutes vos compétences que vous essayez d'apprendre au quotidien. Alors, quelle est principalement l'histoire derrière ML Academy? Généralement, nous avons constaté que, pas ce qu'on a constaté, mais nous avons subi aussi des étudiants et des professionnels africains suivre parfois des centaines de tutoriels sur YouTube ou bien sur Coursera ou différents types de plateformes. Donc, ils maîtrisent généralement la théorie, mais concernant les algorithmes, concernant la pratique, ils n'arrivent pas à pouvoir allier la théorie qu'ils ont appris et la pratique pour pouvoir donner un truc de meilleur. Donc, face à un problème d'entreprise réel, tout se fondre. Ouais, donc pourquoi? Parce que on leur a appris à entraîner des modèles ou bien on leur a appris à analyser des données uniquement dans des Jupyter Notebook, mais on ne leur a jamais montré, on ne leur a jamais montré comment il faut faire. Ouais, d'accord? Comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, quelles sont les erreurs qu'on doit éviter ici, qu'est-ce qu'il faut faire ici, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, alors avec D-Tech Africa, qui est bien sûr une entreprise que je peux vous présenter rapidement. D-Tech Africa dont je suis le CEO, est une entreprise digitale qui accélère votre innovation avec nos solutions numériques au quotidien. Alors donc, voilà. De là, nous occupons bien sûr de la conception à la mise en œuvre. Nous créons aussi des solutions digitales sur mesure pour propulser votre entreprise vers l'avenir. Alors, nous intervenons beaucoup plus dans plusieurs domaines comme le développement de solutions, l'innovation et les conseils, les formations et puis les mentorats. Donc, vous pouvez comprendre directement que les tutos que nous faisons actuellement font partie de l'option formation et mentorat. Alors donc, nous avons déjà réalisé plusieurs projets au quotidien, que ce soit des chatbots, des projets de machine learning, des applications mobiles, etc. Alors donc, voilà, quelques témoignages de nos clients. Et si vous avez envie de nous rejoindre, vous connaissez directement, vous nous contactez et nous sommes à votre disposition pour vous répondre. Alors donc, on revient sur ML Academy, ce qui est important ici. Alors donc, nous avons créé ML Academy qui a pour objectif de pouvoir bâtir une nouvelle élite africaine en intelligence artificielle. Donc en 90 jours, nous allons essayer d'apprendre, de progresser et de pouvoir construire des solutions ou bien un système de bout en bout. C'est-à-dire, nous allons prendre en général un projet sur lequel nous allons travailler, nous allons décortiquer, nous allons passer du problème réel d'une entreprise ou bien dans la vie active jusqu'à une solution digitale optimisable et utilisée par les entreprises ou bien utilisée par la population en général. Alors donc, cette formation, ce tuto est adressé à qui? Nous l'adressons plutôt beaucoup plus aux étudiants en informatique, en développement web, en data analyse, ingénieurs en reconversion, etc. Et donc, si vous avez envie de suivre ce parcours en un coup d'œil, vous aurez directement une préinscription qui sera ouverte d'ici peu de temps. Il y a une phase de sélection qui essaiera de comprendre vos motivations, de vous écouter et de voir si vous êtes vraiment motivé à poursuivre cette carrière de data scientist, d'ingénieur machine learning, de data analyst ou eux-mêmes de AI engineer. Alors donc, après cette sélection, nous aurons une séance d'ouverture officielle pour le début de la formation et nous allons commencer maintenant avec les formations proprement dites. Et donc à la fin, il y aura bien sûr un projet qui va vous permettre de pouvoir travailler, de pouvoir appliquer tout ce que vous avez appris durant toutes les 90 jours et nous allons
vous avez directement accès à notre réseau Alumni. Directement à notre réseau Alumni qui vous permet aussi de pouvoir échanger avec les recruteurs pour pouvoir être recruté dans une entreprise ou non. Alors, donc, c'est bien sûr pour ça, voilà, nous avons proposé 100 places pour le moment. Nous ne savons pas comment ça va se passer, mais 100 places a été limité cette fois-ci pour le moment, pour cette deuxième cohorte. Alors, voilà, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc important. Nous allons parler d'un truc important. Et ce de quoi nous avons parlé, c'est que la séance passée, le jour 1, nous avons parlé de comment configurer son environnement virtuel, comment configurer son environnement de travail pour mettre au pas votre environnement de travail et ne pas avoir de problèmes de dépendance ou bien ne pas avoir des problèmes de version quand vous travaillez en équipe ou que vous travaillez seul. Alors, aujourd'hui, on va parler de Git et GitHub. Ce sont les outils collaboratifs qu'il faut utiliser quand vous êtes data scientist ou bien développement web, ingénieur machine learning, que vous soyez dans le monde du numérique et que vous développez des solutions alliées intelligence artificielle, développement web, machine learning, etc. Tout, vous avez besoin d'un outil ou bien de deux outils importants, Git et GitHub. Ce sont des outils importants qui vous permettent de pouvoir travailler de façon collaborative, d'avoir une trace historique de vos travaux et de pouvoir reviser en temps réel ce que vous faites. Alors, bien sûr, donc avec Git et GitHub, nous allons apprendre aujourd'hui à créer un dépôt, à le versionner. Après avoir créé un dépôt, le versionner, maintenant nous allons essayer de voir comment on peut sécuriser son code pour éviter que, alors, il y a quelqu'un d'autre qui va forquer, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de copier le code pour pouvoir voir. Alors, si vous ne lui donnez pas la main, il ne pourra pas copier votre code. Si vous ne lui donnez pas telle chose, il ne pourra pas avoir accès. Donc, je vous invite à prendre votre ordinateur, à préparer votre ordinateur dès que vous suivez la vidéo directement et commencer l'aventure avec nous. Alors, pour bien sûr préparer tout ça, j'ai essayé de pouvoir créer un livre. Donc, je pense que c'est la meilleure méthode pour pouvoir, mais ce n'est pas parce que j'ai créé un livre que nous n'allons pas passer à la pratique, non. Nous allons essayer de passer à la pratique pour voir comment ça marche. Alors, donc, j'ai créé un livre. On est d'accord, j'ai créé un livre qui permet de pouvoir regrouper tout ce que nous allons faire durant cette formation. Tout ce que vous devez savoir, tout ce que nous devons savoir sur Git et GitHub, nous allons essayer, j'ai essayé de tout regrouper dans ce livre. Et bien sûr, on va essayer de lancer je suis encore en train de créer le livre parce que j'ai eu l'idée de pouvoir le créer directement hier. Donc je me dis, bah voilà. On va essayer de lancer rapidement le livre et vous allez voir l'aspect de ce que ça donne. Alors, Kato Preview. Alors bien sûr, vous allez vous demander, mais c'est quoi encore Kato? Alors, quand vous êtes en data science ou ingénieur machine learning, que vous voulez écrire rapidement un livre ou bien un e-book que vous pouvez publier, mettre à la disposition de vos apprenants ou bien à la disposition de n'importe qui peut lire directement et puis apprécier ce que vous avez produit. Alors, bien sûr, Kato est la librairie importante qu'il vous faut. Donc, on va voir. Alors, donc, directement, on peut voir ici ce que ça donne. Alors, voilà. Master of Git and GitHub. Vous voyez? Donc, ce livre regroupe en général, je n'ai pas encore déployé, bien sûr, je ne l'ai pas encore publié. Ce livre regroupe en général tout ce que vous devez savoir sur Git et GitHub. Et c'est bien sûr à base de ça que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, bienvenue dans le module Git et GitHub de la ML Academy. Alors, vous êtes sur le point de plonger dans un module fondamental de la formation Road to Data Scientist Model. Alors, on ne va pas s'attarder sur ces trucs-là. Donc, on y a sur les trucs importants. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre
quand vous utilisez Git et GitHub, qu'est-ce que vous devez connaître? Alors, Git, c'est les fondamentaux, c'est un outil fondamental pour le versionnage. C'est un outil fondamental pour le versionnage. Alors, donc, vous devez comprendre les principes de base de Git, comment initialiser un repo, comment suivre et gérer l'historique de vos modifications avec précision. Nous allons parler ainsi de GitHub, qui est la plateforme collaborative unique qui vous permet de pouvoir héberger vos projets, de pouvoir collaborer efficacement avec des équipes, même à distance, et de participer bien sûr à l'écosystème open source. Alors, nous allons parler aussi des sécurités, de la commodité qui est SSH. Nous allons voir comment on peut configurer et utiliser les clés SSH pour une authentification sécurisée. Alors, nous allons parler aussi de la création des branches. Comment il faut développer en parallèle et en toute sécurité des branches en maîtrisant la création des branches, la gestion, la fusion des branches pour isoler vos développements et éviter les conflits. Parce que s'il y a quelque chose de pire en développement, s'il y a quelque chose de pire quand vous travaillez et que vous n'avez pas une historique propre, c'est les conflits. Alors, nous allons voir la stratégie de fusion avancée et nous allons aussi voir les histoires de la revue de code. Parce que quand vous êtes par exemple lead développeur, lead data scientist ou bien chef de projet IA, vous serez amené plutôt à être au cœur de la revue de code. Vous devez revoir le code, essayer de faire des retours constructifs, essayer d'intégrer des changements de manière professionnelle. Et à la fin, nous allons essayer de voir GitHub Action. Comment il faut automatiser vos déploiements, comment il faut automatiser vos workflows de tests, de déploiement directement depuis GitHub. C'est l'un des piliers en général des data engineers, des ML engineers ou bien des IA engineers et même des MLOps. Alors donc, après cela, nous allons voir en tout dernier une stratégie de branching robuste. Comment implémenter un modèle de branching structuré. Alors donc, ça entre directement dans le cadre collaboratif avec notre thème qui est Road to Data Scientist, où nous allons apprendre à développer un modèle de machine learning. Nous allons apprendre à pouvoir le versionner, comment versionner et le rendre maintenable sur les clouds. Alors donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc ici, voilà. Alors donc, Git et GitHub sont des outils importants qui vous permettent d'assurer la reproductibilité en termes d'expérience, de collaborer avec les Jupyter Notebook, c'est-à-dire sur les histoires de scripts, de notebook, parce que quand vous êtes data scientist, vous avez généralement l'idée de travailler on a généralement l'idée de travailler dans les notebooks. D'accord? On a généralement l'idée de travailler dans le notebook, on travaille de façon consultative dans le notebook. Alors nous allons voir comment il faut installer Git et GitHub. Comment il faut installer Git sur différents environnements virtuels. Alors, avant de pouvoir versionner quoi que ce soit, il faut d'abord utiliser la bonne outil. Et la bonne nouvelle, c'est que pour installer Git et GitHub et Git sur votre machine, c'est très simple. Il suffit d'aller directement sur le source officiel. Si vous êtes bien sûr sur Windows, d'accord? Vous êtes bien sûr sur Windows, vous installez directement avec ici. Donc, on va cliquer pour voir. Alors, voilà. Donc, Git, vous voyez, donc vous devez l'installer sur votre machine afin de pouvoir l'utiliser. Parce que si vous n'installez pas Git sur votre machine, ça ne vous permet pas directement d'avoir accès à son terminal afin de pouvoir l'utiliser. Moi, je suis sur Linux, donc moi, je choisis d'installer avec la version Linux. Alors, donc pour l'installer avec la version Linux et avec votre système Linux, vous avez une seule chose à faire. Que vous soyez ici le système Debian ou bien Ubuntu, une seule commande. Sudo apt-get install git. Alors donc, on va essayer de voir. Excusez-moi. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors donc, moi je viens ici, je vais taper. On va taper sudo apt-install git.
Alors, ça va me demander mon mot de passe. Donc, je vais taper mon mot de passe et on va voir. Ah, donc, bien sûr, Git et GitHub. Git est déjà installé sur ma machine. Donc, Git est déjà la version la plus récente. Ouais, c'est la version la plus récente. Donc, moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Et donc, pour vérifier la version qui est sur votre machine, alors voilà. Donc, vous pouvez voir avec Git-version, vous avez la version 25 et 2.51.0. Donc, sur ma machine, vous avez déjà installé correctement Git sur votre machine. Alors donc, on va continuer. Alors pour Windows, vous n'avez qu'à télécharger seulement, lancer l'exécutable et tout marche bien. Alors pour ceux qui sont sur Mac OS, pour ceux qui utilisent Mac OS, bien sûr les systèmes Mac OS, Git est souvent déjà installé directement. Git est déjà installé d'office sur ça. Donc il ne suffit qu'à taper Git-version et puis vous voyez directement l'installation est déjà faite directement sur votre machine. Alors donc maintenant on va passer à la configuration. Comment il faut configurer Git maintenant sur votre machine afin de pouvoir l'utiliser correctement. Alors la première commande il faut utiliser pour pouvoir configurer Git et GitHub sur votre machine, afin que ce sont les informations que vous utilisez bien sûr pour pouvoir créer votre compte GitHub. Parce que si la configuration que vous faites n'est pas en communication directe avec GitHub que vous créez, votre compte GitHub que vous créez, c'est qu'il y aura problème. On est d'accord? Alors donc, bien sûr, la première commande qu'il faut utiliser c'est Git. Je vais agrandir. Alors c'est git config-global user.name prénom nom. Alors moi je l'ai déjà configuré. D'accord, moi je l'ai déjà configuré. Je ne sais pas. Je veux voir. Donc git config-global. Moi je l'ai déjà configuré sur ma machine, mais on va essayer de le faire. Global user.name. D'accord. Et vous donnez le username. Alors moi j'ai mis normalement, je mets normalement Donnant-Eric. Ça c'est mon username. Vous voyez, je ne vais pas le lancer parce que moi je l'ai déjà configuré sur ma machine. Moi je l'ai déjà configuré, donc ça ne sert plus à rien de pouvoir configurer. Alors donc après avoir configuré votre nom d'utilisateur, il y a une deuxième chose que vous devez configurer. Vous devez configurer aussi votre email. Donc git config, c'est toujours la même commande. Git config global, d'accord, user.email et vous donnez votre email. Alors moi j'utilise souvent Donnant Eric Koulodi. Donc dans le cadre de ce tutoriel, par exemple, moi je peux utiliser ML Academy, d'accord, mlacademy.io@gmail.com. Voilà. Donc moi je peux bien sûr utiliser ce email là pour pouvoir configurer directement. Donc quand je lance, peut-être il me dira que l'email n'existe pas ou bien ça existe. Alors donc c'est à vous de voir. Parce que toutes les informations que vous renseignez ici, que ce soit le username et puis le user email, ces informations seront utiles aussi quand vous allez vouloir créer votre compte GitHub. Parce que donc il ne faut pas donner une information, peut-être par exemple un nom, un email ici, et lors de la création de votre compte par exemple, vous donnez un autre email pour pouvoir, lors de la connexion SSH ou bien de clonage, si le repos ne correspond, les informations du repos ne correspondent pas bien sûr à les informations quand vous avez utilisé pour voir que lorsque vous avez utilisé pour configurer, ça ne marchera pas. Ah, parfait. Donc, configuration globale de Git a été faite. La configuration globale de Git a été faite. On va voir maintenant pourquoi il faut utiliser global. Le flag global. Donc, global indique à Git d'appliquer cette configuration pour tous les projets sur votre ordinateur. Alors donc, quand vous créez directement n'importe quel projet, vous n'avez plus à configurer. La seule configuration que vous avez faite au début, quand vous installez Git et GitHub, cette seule configuration-là suffit seulement pour pouvoir travailler sur des milliers de projets si vous êtes bien sûr encore sur cet ordinateur ou bien sur ce système-là. Donc, vous n'aurez qu'à le faire qu'une seule fois. Vous n'aurez qu'à le faire qu'une seule fois et que
Pour n'importe quel projet, tous les projets global vous permet directement de configurer directement sur tous les projets. Alors bien sûr, si vous omettez le flag, le tiret, bien sûr, hein, si vous omettez le tiret global, la configuration ne s'appliquera qu'au dossier actuel. Ça veut dire que, alors imaginez par exemple, je crée ce dossier, d'accord, je prends un exemple très simple. Imaginez, je crée le dossier, je crée par exemple mkdir, je crée ml. Ça, c'est un dossier que j'ai créé. D'accord? Donc, j'entre dans le dossier ml. Après avoir entré dans le dossier ml, maintenant, je vais essayer de configurer Git dedans. On est d'accord? Je vais essayer de configurer Git. Donc, je suppose que c'est un nouveau projet et que je vais essayer de configurer. Donc, quand je mets git config, d'accord, git config global user.name. D'accord? Et puis, je mets donnant Erika. Ou bien, je vais mettre ML Academy. Je vais mettre ML Academy. ML Academy. Donc, je mets ça. Ça, j'ai configuré le username. Donc, je vais configurer maintenant l'email. D'accord? Je vais configurer l'email. Et donc, en faisant ça, je fais une configuration totale de tous les projets qui viendront directement. D'accord? ML Academy @gmail.com. On est d'accord? Alors, j'ai configuré directement ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la configuration que je viens de faire actuellement, elle sera appliquée directement à toutes mes modifications, à tous mes projets. Ce qui n'est pas bien. Donc, si vous voulez que cette configuration s'applique bien sûr uniquement à ce projet ML que je viens de créer, qu'est-ce que vous faites? Vous omettez seulement le tiret global. On est d'accord? Le tiret flag global. Alors, fatal dans un répertoire, pas dans un répertoire Git, parce que je l'ai déjà initialisé. Vous voyez, j'ai déjà configuré, donc il sera difficile de pouvoir reconfigurer après. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui se passe souvent quand on utilise Git. À moins d'erreur, vous retrouvez au bord du gouffre, en fait. Donc, je viens. Alors, donc, je vais supprimer rm-rml. Voilà. Donc, le dossier est supprimé. Donc, on revient maintenant sur l'installation, sur la configuration de Git et GitHub. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais plus l'installer. Alors, donc, on continue. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La configuration, je l'ai bien sûr dit que la configuration ne s'applique qu'à un seul dossier quand vous n'utilisez pas le / GitHub et le / global. Alors, il faut maintenant choisir son éditeur par défaut quand vous utilisez GitHub, parce que Git aura besoin d'ouvrir un éditeur de test. Par exemple, les Vim, les Nano, par défaut, ils s'ouvrent généralement sur Vim. Ouais, ils s'ouvrent généralement sur Vim, ce qui peut être un cauchemar si vous ne connaissez pas vraiment les raccourcis de Vim. C'est-à-dire, Vim, c'est aussi un petit logiciel comme un terminal, bien sûr, comme ceci. Ouais, comme ce terminal-là. Désolé. Comme ce terminal Vim, c'est comme ce terminal, mais c'est un éditeur de code ou bien l'éditeur de texte qui vous permet de pouvoir saisir des trucs en YAML. Ouais. Il vous permet de pouvoir saisir des trucs en YAML et pour de pouvoir le faire, de pouvoir configurer directement. Mais comme nous sommes data scientists, alors on a une âme secrète. Notre âme secrète ici, c'est VS Code, bien sûr. Alors donc, au lieu de VS Code, ici, moi j'utilise Antigravity. Antigravity est un outil comme VS Code, un outil de développement, un outil d'éditeur de code. C'est un éditeur de code qui vous permet de pouvoir travailler correctement. Donc, c'est bien sûr ce que j'ai essayé de faire avec le projet. Si vous vous souvenez, nous avons créé auparavant un projet qui a été nommé 90 jours. Si vous vous souvenez, bien sûr, le projet 90 jours qu'on était en train de développer, avec lequel nous avons préparé l'environnement de travail. Donc, je vais essayer d'ouvrir ce projet 90 jours et on va travailler avec. Donc, je viens, je supprime et je vais ouvrir GitHub et je vais ouvrir VS Code plutôt. J'ouvre VS Code et voilà. J'ai le dossier 90 jours là. Et donc,
c'est dans 90 jours, bien sûr, que j'ai créé le livre que nous sommes en train de suivre actuellement. Ouais. Alors donc, on va rapidement faire un truc très intéressant. Alors donc, voilà. On est là et on est là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir directement à ce niveau? Quand je suis dans l'éditeur de code, VS Code, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir directement que toutes les histoires de modification, c'est-à-dire j'ouvre un fichier et que je modifie quelque chose, il fait une marque là. La marque ici, c'est quoi? Le U. C'est pour dire que je viens de faire une modification qui n'a pas encore été suivie. Une modification dans le fichier qui n'a pas encore été suivie. Ceci aussi, la même chose. 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 Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas encore appliqué les modifications. Je n'ai pas encore enregistré les modifications directement vers une machine distante. C'est pour cela que ça s'affiche encore. Maintenant, si j'arrive à committer directement, vous allez voir que tout ça va disparaître et que ça deviendra directement tout blanc. Mais avant de venir à ce niveau, j'ai créé directement un dossier ici, vous pouvez voir. Et donc, le fait de pouvoir simplement créer un dossier dans mon projet de travail actuellement, ça me donne directement l'idée dans VS Code, dans votre outil de travail, vous pouvez voir directement que toutes les modifications que vous avez effectuées sont là. Parce que j'ai créé plusieurs fichiers, vous allez voir toutes les modifications là. Et bien sûr parce que Git et GitHub Git bien sûr a été initialisé dans ce projet. Alors donc, on va voir maintenant, après avoir créé et configuré votre environnement de travail, Git maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de passer à une règle d'ordre très importante. La règle d'ordre très importante quand vous travaillez dans un projet, c'est d'éviter de pouvoir envoyer, c'est d'éviter d'envoyer des fichiers lourds sur GitHub, ou bien de pouvoir envoyer des fichiers lourds sur Git. Ah, donc, que ce soit les fichiers qui dépassent plus de 100 mots, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser normalement Git ignore. Vous devez normalement utiliser le fichier Git ignore qui vous permet d'ignorer directement tous les fichiers ou bien tous les dossiers qui ont plus de 90 mots et plus de 100 mots. Parce que Git ne prend en compte que 100 mots de tout ce que vous avez créé. Donc ça n'héberge uniquement que le code et quelques fichiers très simples qui ne pèsent pas trop. Donc vous devez forcément utiliser Git ignore. Alors, vous pouvez voir directement ici, Git ignore se crée directement à la main. Vous voyez? Git ignore qui est déjà là. Mais quand vous initialisez directement un repos, ça se crée automatiquement. Donc vous pouvez voir. Alors, si vous voyez directement, vous pouvez voir dans Git ignore, j'ai ajouté les fichiers cachés. On est d'accord? Genre tout ce qui ne doit pas être sur GitHub. Un environnement virtuel par exemple ne doit pas parce qu'un environnement virtuel peut peser jusqu'à 90 et jusqu'à 1 giga, 2 giga. Donc l'environnement virtuel, le dossier d'environnement virtuel ne doit pas se retrouver par hasard ou bien par erreur sur GitHub ou bien sur Git. Ça jamais. Vous devez éviter à tout. Donc une fois que vous avez initialisé votre repos, donc on va voir directement comment il faut initialiser un repos GitHub. Ça c'est la moindre des choses. Alors donc comment il faut initialiser maintenant un repos GitHub? Pour initialiser un repos GitHub, il y a un cycle classique de Git que vous devez maîtriser. Il y a généralement 4 commandes importantes que vous devez maîtriser. La première commande c'est git init. Vous créez un mini projet. La première des choses, si vous voulez utiliser, c'est-à-dire si vous voulez garder une bonne trace de vos informations, de vos codes directement, même si vos données sont arrivées ou bien lorsque votre PC tombe en panne par exemple. On suppose que votre PC tombe en panne. On est d'accord? Votre PC tombe en panne et que vous n'avez pas gardé l'historique, vous n'avez pas gardé le dossier quelque part, vous n'avez pas sauvegardé le dossier quelque part. Et ben voilà, votre dossier, votre PC tombe en panne, mais vous devez avoir accès à ce fichier là ou bien à ce projet là immédiatement dans l'instant où nous parlons. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est là qu'intervient Git et GitHub. Donc Git
vous permet d'envoyer le code sur GitHub. GitHub vous permet de pouvoir contenir ce code-là, de pouvoir containeriser, garder ce code-là au chaud pour vous. Donc, quand le jour où vous en aurez besoin, vous allez directement sur GitHub, vous pouvez voir directement votre code hébergé, tout le projet qui est là, et vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, même dans l'espace de GitHub, vous pouvez travailler directement dedans, effectuer les modifications. Alors donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir utiliser GitHub quand vous travaillez. Alors, donc je parlais des 4 commandes fondamentales que vous devez maîtriser. La première commande, c'est git init. Alors, on va initialiser. Git init. Git init vous permet d'initialiser votre repos. Ça vous permet en quelque sorte de pouvoir créer le répertoire de travail. Donc, je dis git init. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il dit le dépôt Git existant réinitialisé. Donc, j'ai réinitialisé le dépôt Git. Donc, quand vous réinitialisez, directement votre repos Git, en tapant directement git init, vous voyez directement, il y a le point Git qui est là. Le point Git, c'est le fichier d'initialisation. Alors, vous avez initialisé votre repos. Tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Initialisation du repos, tout est fini. Alors, le reste des commandes à maîtriser, c'est seulement la commande git status. Git status, ça vous permet de vérifier l'état de votre projet. L'état de vos configurations, ça vous permet aussi de vérifier l'état des historiques de vos modifications. La troisième commande qu'il faut maîtriser, c'est git add. Alors, git add, ça vous permet de pouvoir préparer. Add en anglais, c'est add. Et en français, bien sûr, c'est pour dire ajouter. Ajouter. Alors, j'ai effectué une modification dans un fichier main.py. Alors, je vais directement l'ajouter à Git. Et la quatrième commande importante, c'est git commit. Git commit. Il n'y a pas de git add sans git commit. Il n'y a pas git add sans git commit. Alors, quand vous mettez git add, c'est que git commit suit directement. Git commit doit suivre directement. C'est pour sauvegarder l'historique de vos modifications maintenant. Alors donc, on peut voir comment il faut créer un repos GitHub, un repos Git, bien sûr, mkdir, sur n'importe quelle machine, que vous soyez sur Windows, ou bien que vous soyez sur Linux, ou bien Mac OS, c'est la même commande, mkdir, make directory, et vous donnez le nom de votre dossier. Après avoir donné le nom de votre dossier, maintenant, vous entrez dans ce dossier-là, vous changez de direction pour aller dans le dossier normal de travail. Alors donc, pour dire à Git de commencer à surveiller ce dossier, vous tapez directement git init. On vient de le dire tout à l'heure. Git init qui vous permet de pouvoir... Alors donc, on a initialisé le repos Git. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On va essayer de vérifier en tout premier l'état de notre projet. Alors donc, je mets git status. Vous pouvez voir. Alors, git status, il dit, sur la branche develop, aucun commit. Donc, je n'ai encore commité, je n'ai pas encore sauvegardé mes modifications. Donc, c'est que si la machine arrive à s'éteindre bizarrement, ou bien les disques durs se fassent bizarrement maintenant, ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans 90 jours, dans le dossier 90 jours, tout est perdu. À moins que j'arrive à récupérer. Donc, Git status va beaucoup plus loin en vous identifiant, en vous soulevant les problèmes importants. Vous pouvez voir fichier non suivi. Utilisez git add fichier pour inclure dans ce qui sera validé. Donc, il y a git ignore, il y a Python version, il y a git qui est là, il y a readmin, il y a main.py, il y a pyproject toml, et il y a uv-log. Donc, tous ces fichiers n'ont pas encore été suivis, n'ont pas encore été sauvegardés. Donc, il me dit encore, aucune modification ajoutée à la validation, mais des fichiers non suivis sont présents. Utilisez git add pour les suivre. C'est très simple. Alors, donc, on va maintenant utiliser git add. On va appliquer maintenant git add pour pouvoir suivre l'historique des modifications maintenant. Alors, supposons par exemple que je vais ajouter ce fichier là, le dossier de livre, bien sûr, git. Alors, donc, je n'ai qu'à faire git add git. Voilà. Alors, est-ce que je veux valider un projet et un fichier spécifique. Alors, supposons par exemple que parce que j'ai créé un fichier nommé 00
Alors, j'ai créé dans module, j'ai créé un fichier nommé 00-intro QMD, Markdown et Quarto, bien sûr. Hein. Alors, donc, on va essayer je vais essayer de valider ça. Donc, je mets le chemin d'accès au fichier 00 et je me mets intro QMD. Donc, ça veut dire que j'ajoute ce fichier, j'ajoute les modifications effectuées dans ce fichier maintenant à Git. Donc, je le lance. Et c'est fini. Alors, je peux ajouter un autre. Je fais encore git add git. D'accord. Module. Et même 0001 installation. Je peux mettre encore 02 installation. Mais en mettant toujours le chemin d'accès. Git module. D'accord. Module 02 configuration. Donc, ça veut dire que je veux suivre ces deux fichiers là directement sur Git. Donc, je lance. Ah, donc, ça veut dire que j'ai ajouté directement. Et donc, quand vous revenez dans votre éditeur de code, vous pouvez voir directement que ces deux fichiers ont été ajoutés. Ça va vous montrer directement que ces deux fichiers ont été ajoutés. Vous voyez, il y a A là. Index added. Alors, donc, ces trois fichiers ont été déjà ajoutés à Git maintenant. Nous allons essayer maintenant de committer, c'est-à-dire de sauvegarder ce que nous venons d'ajouter à Git. Donc, pour sauvegarder l'historique maintenant, qu'est-ce que nous allons utiliser? Il y a la commande git commit-m. Alors, le git commit, c'est de pouvoir sauvegarder. Le -m vous permet de pouvoir laisser un message par rapport à cette modification, à cet ajout que vous venez de faire. Cet ajout que vous venez de faire, le -m vous permet de laisser un message pour dire j'ajoute tel fichier, le fichier installation, le fichier configuration et le fichier introduction à Git. Donc, quand vous irez directement sur GitHub ou bien vous allez vouloir suivre l'historique maintenant, vous devez voir forcément, si vous ne voyez pas ce message là, c'est que ce n'est pas cette modification que vous avez effectuée en ce moment précis. Alors donc, moi j'ai l'habitude de faire fit 2 points. Je mets introduction, je vais mettre introduction, virgule, configuration, et d'accord. Je mets configuration, tiret et puis installation des éléments. Je mets des éléments. Ça, c'est un message que moi je mets. Des éléments de book git. D'accord? Voilà. Ça, c'est mon message. Alors, vous allez voir. J'ai mis le message entre deux côtes. Les doubles côtes. C'est très important. N'oubliez pas. Si vous voulez utiliser les simples côtes, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais à condition de ne plus utiliser les simples côtes dans les messages. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez constater directement que Git développe commit racine. Cette modification 63 EC 960 B6. Tout ça c'est important après. Tout ça là sont importants après. C'est pour suivre les logs. Donc vous pouvez voir le message de sauvegarde. Introduction, configuration, installation des éléments. Donc 3 fichiers ont été changés. 229 insertions. 229 insertions. Les 229 insertions, c'est pour dire quoi? Que il y a 219 plutôt lignes de code qui ont été ajoutées. 219 lignes de code qui ont été ajoutées. C'est bien sûr ce que ça veut dire. Donc, il m'a dit créer mode 100-644 le fichier là. Créer mode 100-644 le fichier là. Créer mode 100-644 le fichier là. Donc, vous pouvez voir directement que Git a ajouté. Nous avons ajouté un fichier à Git. Nous l'avons commité. Nous avons vérifié la statut maintenant. Alors donc, on peut essayer maintenant de vérifier l'état encore de votre projet de travail pour voir quels sont les fichiers qui n'ont pas encore été modifiés. Donc, on va voir Git status. Voilà. Et là, vous voyez maintenant, il y a directement, il me dit sur la branche, fichier non suivi. Pour inclure dans ce qui sera validé. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a plus les 3 fichiers que nous avons versionnés tout à l'heure. Que les 3 fichiers dont nous avons sauvegardé tout à l'heure, il n'y a plus ces 3 fichiers là-dedans. Git index, ouais, directement vient git module
3 dépôt first QMD. Donc, les 4 commandes que nous venons d'utiliser, ces 4 commandes-là sont vraiment importantes quand vous voulez sauvegarder votre. La première commande, c'est git add. Après avoir initialisé git init, bien sûr, la deuxième commande, c'est git add. Git add pour sauvegarder, pour maintenir le projet, pour maintenir l'historique. Git commit maintenant -m. Vous donnez le message pour pouvoir donner un message, sauvegarder l'historique maintenant. Alors, quand on vient dans l'éditeur de code, vous pouvez voir directement que ça ne signale pas de modification. À moins que je vienne encore ici. Je suppose par exemple que je veux modifier, par exemple ici, je veux mettre, je viens ici, on est d'accord? Je viens ici, je mets encore, il y a data scientist, ingénieur machine learning, je mets encore formateur. Ouais. Quand je mets formateur, il me dit directement que ceci. Il me marque le point M pour dire que j'ai modifié ce fichier encore. Donc quand je modifie un fichier, c'est que je dois encore le committer. Je dois encore l'ajouter à Git et GitHub. Quand je mets un fichier, je dois encore le committer. Je dois encore. À chaque fois, c'est le même processus. C'est le même processus. Il peut arriver que vous effectuez toute modification et après vous lancez les Git commit, vous sauvegardez l'historique d'un seul coup. Ouais, vous sauvegardez l'historique d'un seul coup. Voilà. Alors, donc, on continue maintenant. On continue à travailler. On continue. Alors, donc, comme vous pouvez le voir directement, on a fait l'installation de Git et GitHub et de Git. Nous avons essayé d'initialiser notre premier repos de travail. Nous l'avons configuré. Nous l'avons commité. Ce sont les messages importants. Vous voyez maintenant. Alors, on a commité. On a vérifié la statue. Mais il y a un fichier très important dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le gitignore. Le point gitignore. Donc, quand vous voyez directement dans gitignore, vous pouvez voir que, alors donc, le reflet du data scientist, le gitignore, le point gitignore. Avant même d'écrire la première ligne de Python, un bon data scientist crée son fichier .gitignore. Si vous commencez à coder et à manipuler des données sans gitignore, vous risquez de committer accidentellement un dataset de 3 Go, bien sûr. Donc, il faut forcément créer un fichier gitignore et ajouter ceci. Parce que quand vous travaillez, vous aurez parfois affaire avec les fichiers .csv, les .env, les dossiers data avec plusieurs, les fichiers cachés, les extensions de Jupyter Notebook, etc. Donc, pour éviter que tout ça pèse, parce que GitHub ne vous donne que 100 mots pour pouvoir, 100 mots d'espace pour pouvoir héberger votre code. Voilà. Pour chaque projet, bien sûr, 100 mots. Donc, quand vous vérifiez, on peut voir directement que ça nous avait déjà mentionné que gitignore n'a pas été suivi. Ouais, le fichier gitignore n'a pas été suivi. Et bien sûr, donc je viens ici dans gitignore, par exemple. Alors, où est le gitignore? Gitignore est là. J'ai ajouté par exemple l'extension .quarto qui ne doit pas être sur GitHub. Alors tout ça, c'est pour dire que tout ce que j'ajoute dans gitignore ne se retrouvera pas sur GitHub. D'accord? Tout ce que j'ai ajouté dans gitignore ne se retrouvera pas sur GitHub. Alors je vais en mettre encore le fichier là, le .vnv. Alors quand je mets ça, c'est que ça ne se retrouvera pas sur GitHub. Alors on va essayer de mettre encore quoi. Je vais mettre encore quoi par exemple pour vous montrer que. Alors je vais mettre ceci. Ah bon, je choisis par exemple de mettre le fichier .py. D'accord, le fichier .py. Donc il suffit seulement d'utiliser la commande .py. Et directement, tout ce qui est extension de .py là, ça n'ira pas sur GitHub. Tout ce qui est extension de .py n'ira jamais sur GitHub. Vous ne verrez jamais ça sur GitHub. C'est ce qui est génial. Et sur oui, vous ne verrez jamais ça. Alors, je suppose par exemple que je veux mettre ce fichier quarto.yaml. Donc, il suffit seulement de mettre slash. Je mets underscore quarto.yaml directement. Ça va me signaler directement que ce fichier là a été ignoré. Donc si ce fichier est ignoré, c'est que
il ne se retrouve pas directement sur GitHub. Alors donc, je vais le désignorer. Voilà. Donc, gitignore est vraiment important. Gitignore, le fichier gitignore est vraiment important quand vous travaillez. En tant que, dans n'importe quel développement web, machine learning, ingénieur, tout ça, vous devez forcément utiliser ça. Alors, donc, on vient de vérifier tout ça. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire maintenant? Alors, donc, préparer avec Git add la zone de staging. Donc, dans Git, on ne sauvegarde pas directement. On place d'abord les fichiers dans une salle d'attente, dans la zone de préparation. C'est ça qui est Git add. Donc, Git add vous permet de faire ça. Alors, donc, on va essayer de recommitter encore. Je vais committer git ignore. Alors, donc, je mets git add.git ignore. D'accord, git ignore. Et puis, je mets ça. Donc, je peux mettre git commit pour envoyer le message de commit directement. Git ignore. Je vais dire add.git ignore on the project. On est d'accord? On the project. Donc, le message d'erreur est parti. Donc, ça me dit toujours un fichier change it. One file change it. Disinsertion. Donc, il y a uniquement que dire. Voilà. Alors, donc, les premiers pas ont été faits. Il ne reste plus rien. On a déjà vu comment utiliser git ignore, git commit, git status, etc. Alors, on va parler maintenant des bonnes pratiques qu'il faut utiliser quand vous travaillez. Donc, en data science, on a souvent tendance à faire l'exploration dans un notebook pendant 4 heures de temps. Puis à faire un seul commit énorme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. D'habitude, c'est ce que je fais. Donc, on a tendance à faire un seul commit énorme. Donc, on peut prendre toute la journée à modifier le fichier git ignore et le fichier notebook. D'accord? À faire l'exploration pendant toute une journée, pendant 24 heures. Et après, on fait seulement git commit-m. On donne seulement un message. Nettoyage des données, création de features, entraînement du modèle. Et puis, c'est fini. Ça, c'est une mauvaise pratique. Alors, qu'est-ce qui doit être fait normalement? La bonne pratique, parce que faire des commits petits et logiques, vous devez d'abord faire des petites commits et logiques. Si vous devez revenir en arrière parce que votre création de feature, par exemple, a dégradé le modèle, vous pouvez annuler uniquement le commit de création de feature sans perdre le reste, bien sûr. Alors, on suppose par exemple que en voulant faire git ignore, par exemple, en voulant ajouter git ignore, j'ai oublié par exemple de mettre le fichier vnv. D'accord? J'ai oublié de mettre le fichier vnv. Et puis, le fait de ne pas ajouter le fichier vnv à mon truc là, à git ignore, va créer des conflits dans le projet. Ça crée assez de conflits dans le projet. Donc, pour éviter que cela n'arrive, j'ai déjà commité. J'ai déjà envoyé sur GitHub. On est d'accord? J'ai déjà envoyé sur GitHub. J'ai sauvegardé l'historique. Donc, je peux revenir en arrière. Et supprimer ce git là que je viens, ce git add que je viens de faire. Je peux revenir. Donc, on verra ça après. Alors, donc, on continue. La bonne pratique serait de faire quoi? Git commit-m nettoyage des valeurs manquantes dans âge. Ça, c'est un message. Le deuxième commit, création de feature. Donc, quand vous créez un feature, vous pouvez faire un commit. Quand vous entraînez un premier modèle de machine learning, vous pouvez faire aussi un commit. Donc, maintenant que vous savez versionner localement, il est temps d'envoyer votre code maintenant dans le cloud avec GitHub. Donc, on va voir comment envoyer le code dans le cloud. Alors, pour envoyer le code dans le cloud, c'est très simple. Alors, donc jusqu'à présent, on a travaillé uniquement sur notre ordinateur en mode local. On travaille en mode local, voilà, en mode développement en fait. Donc, si votre disque dur rend l'âme de main, vous perdez directement tout. Vos données, vos scripts, vos modèles, etc. Vous perdez tout. Et c'est là maintenant qu'intervient GitHub. Donc, il faut comprendre la différence entre Git et GitHub. Git est le logiciel qui tourne sur votre machine pour gérer les versions. Mais GitHub est une plateforme en ligne, c'est-à-dire un serveur distant, un cloud bien sûr, qui héberge vos dépôts Git
c'est le réseau social des développeurs et le portfolio ultime.data science. Alors bien sûr, vous pouvez directement créer votre portfolio directement là. Donc ce qui est important, c'est de savoir que il n'y a pas seulement GitHub qui permet et qui est le seul service existant qui permet d'héberger, mais la plupart des gens utilisent GitHub. Donc vous entendrez parler aussi peut-être de GitLab ou bien de Bitbucket. C'est le principe reste le même. Mais Git est toujours le leader aujourd'hui, incontesté des leaders open source. Voilà. Donc maintenant, on va passer maintenant à la liaison de votre dépôt local à GitHub. Donc imaginons par exemple que vous avez créé votre projet, mon premier modèle, au chapitre précédent, ce que nous avions essayé de faire. Donc ici, on a créé le dossier 90 jours. D'accord. On a créé le dossier 90 jours. C'est ça, on est en train de poursuivre sur GitHub. Alors, donc, la première des choses à faire maintenant, c'est de pouvoir créer un dépôt sur GitHub. Vous créez le dépôt sur GitHub. Et donc, pour créer le dépôt sur GitHub, voilà. Donc, je tape seulement github.com. D'accord. Je tape github.com. Voilà. On attend. Après avoir tapé github.com, voilà, moi j'ai déjà un compte créé. On est d'accord, j'ai déjà un compte créé. Vous allez vous connecter, vous créez un compte d'abord. La première des choses, c'est de pouvoir créer un compte. Donc je peux, ici, je vais me déconnecter. On est d'accord, je me déconnecte. Donc, si je me déconnecte, je vais créer un compte. Et après avoir créé le compte, la suite suivra directement. Donc, connectez-vous à votre compte. Vous créez GitHub. Vous créez maintenant, vous cliquez directement. Après avoir créé le compte et puis vous connectez directement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer un nouveau repos maintenant. Donc, on va voir comment on crée un nouveau repos. Alors, bon, je suis ici. Voilà. Je vais actualiser ça rapidement. On va créer un nouveau repos. Ouais, d'accord? On va créer un nouveau repos. La connexion labine un peu là. Donc, voilà. Donc, on va créer un nouveau repos. Alors, je clique sur nouveau repos. D'accord, vous allez voir le plus qui est là. Ce plus là, ça vous permet de créer directement un nouveau repos. Vous cliquez sur nouveau repos. Alors, donc, je vais mettre nouveau dépôt maintenant. D'accord. Je mets un nouveau dépôt. Ça va venir directement. Ça va me demander le nom du dépôt. Alors, je suppose par exemple, je vais mettre 90 jours, bien sûr. Je vais mettre 90 jours parce que je ne l'avais pas encore créé. Alors, j'ai mis 90 jours. Je peux donner par exemple une description de 90 jours. Alors, je vais dire que 90 jours est un bootcamp. On est d'accord, c'est un bootcamp. Bootcamp pour permettre de passer, d'accord, de passer de 0 à data scientist moderne. Point. J'ai fini. Donc vous pouvez dire n'importe quel. Après vous pouvez modifier la description après. Donc c'est pas un problème. Alors après avoir tapé la description, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? La configuration. On vient au niveau de la configuration. Vous choisissez quel type de visibilité. Est-ce que vous choisissez que le dépôt soit public ou privé? Alors, étant donné que ici je suis dans le cadre d'un travail public, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le dépôt public. Je vais choisir une façon de visiter plus. Ça veut dire n'importe qui est sur internet et peut voir ce repos là. Alors, si je choisis public, c'est que c'est assez à tout le monde. Ça, c'est facile à comprendre. Si je choisis privé, c'est-à-dire seulement je choisis qui peut consulter ce projet. Je choisis seulement qui peut consulter ce projet. Alors, après ça maintenant, est-ce que vous choisissez déjà d'ajouter un fichier README? Alors, je n'ai pas encore parlé du fichier README, mais je vais en parler. Donc, les fichiers README peuvent servir de description plus longue à propos des fichiers. Bon, ça, c'est pas un problème. Alors, est-ce que je l'ai déjà créé dans mon repos, dans mon dossier de travail en local? On va voir. Est-ce que README a été déjà créé? Oui. README est déjà là. Donc, je n'ai plus à le faire. D'accord, je n'ai plus à l'ajouter. Donc, README a été déjà fait. Donc, je ne l'ajoute plus. Alors, par contre, chez vous, si vous n'avez pas encore créé,
ou bien vous venez fraîchement de pouvoir commencer un projet et que vous voulez créer directement le compte, le projet sur GitHub, le repo bien sûr sur GitHub avant de pouvoir l'utiliser en local, c'est aussi une bonne méthodologie. Donc vous pouvez ajouter directement le fichier readme. Alors par contre, moi je l'ai déjà fait donc je l'ajoute plus. Est-ce que le fichier git ignore? Le fichier git ignore indique à Git les fichiers à ignorer. Est-ce que le fichier git ignore est déjà dans mon projet? Je l'ai déjà créé. Oui, je l'ai déjà créé. Alors, si vous ne l'avez pas encore créé, vous seulement tapez git ignore, vous cliquez directement. Est-ce que vous voulez choisir un template de Python, d'action script, etc. de n'importe quel langage que vous voulez ou bien de n'importe quoi. Alors, généralement, moi, j'ai l'habitude de taper Python et puis je mets pour Python directement. Donc, comme je l'ai déjà ajouté, je n'ai plus à l'ajouter. Il faut ajouter maintenant une licence. Les licences expliquent comment les autres peuvent utiliser votre code. Alors, il y a plusieurs types de licences. Il y a les licences Apache, les licences publiques générales, les licences MIT, les licences de logiciel Boost, etc. Donc, vous choisissez n'importe quel type de licence et que vous l'ajoutez. Alors, je suppose par exemple que moi, je vais choisir licence MIT. Ouais, d'accord? Alors, donc, j'ai fini la configuration. Je peux créer maintenant mon repo. Et on attend quelques minutes, le dépôt est créé. Donc, tout ça a été mis directement dans le livre. On est d'accord? Ça a été mis directement dans le livre que je vais vous partager après que je l'ai fini. Ouais. Alors, donc, vous pouvez voir. Connectez-vous à votre compte GitHub. Cliquez ici, nommez le nom du repo. Laissez les options par défaut. Ne cochez pas Add readme pour l'instant. Cliquez seulement sur Créer le repository. Alors, tout ça est fait. Le repo a été créé. Vous voyez, ceci. Le repo a été créé, tout est clean. Comme ça. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant, GitHub va afficher une seule page avec des instructions. Ça va afficher une page avec des instructions, bien sûr. Alors, ça n'affiche pas la page avec des instructions, c'est pas grave. Nous on s'en fout de ça. Ce qu'on veut apprendre. Donc, alors, nous allons utiliser la méthode pour pousser un dépôt existant depuis la ligne de commande. Donc, dans votre terminal, ouvrez votre terminal sur place. Dans votre terminal maintenant, assurez d'être dans votre dossier de projet. Puis tapez la commande maintenant. Alors, cette commande, c'est pour faire quoi? C'est pour dire, Git, on se retrouve sur le serveur distant. D'accord? Voici le lien pour accéder au serveur distant. Essayez de la relier maintenant. Remote add origin. Essayez de la relier avec notre dépôt local. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Git add origin ça. Alors donc, si vous vous perdez dans ça, il faut simplement venir ici. Vous voyez ici, il y a le code là. Quand vous cliquez sur code, vous allez voir le lien qui est là. Il y a le lien en HTTPS et le lien en HTTPS et en SSH. Donc, on va essayer de copier seulement ceci. Alors ça, c'est pour ajouter, ce n'est pas encore pour faire la connexion SSH, non. C'est seulement pour pouvoir connecter le repos local et le repos distant. Donc, je viens ici, j'ai déjà ajouté 90 jours. Je vais maintenant faire git remote. Git remote permet de lier directement le dépôt local et le dépôt distant. Add, on est d'accord? Origin, on est d'accord? Et je mets ça. Voilà. C'est fini. La première étape est passée. La première étape est faite. Donc maintenant, dans votre terminal, assurez, on dit à Git où se trouve le serveur distant, qu'on appelle traditionnellement origin. Donc je l'ai déjà dit, voilà. Ton serveur distant se trouve à tel niveau. Donc tout ce que je vais committer, tous les commits que j'enverrai là, tous ces commits là iront directement sur ça. Alors, on renomme notre branche principale en main. Si elle s'appelait encore master. Alors généralement pour certains, la branche s'appelle master. Ici on va voir comment ça s'appelle. Ah, ça s'appelle main, la branche principale. Main c'est la branche principale. Vous voyez directement ça s'appelle main. Alors donc ici, on va essayer de faire ça. Alors donc voilà. Il y a une étape importante à faire, c'est git branch m. On va vérifier maintenant le nom de la branche. Alors donc, on va voir d'abord si la branche, le nom des branches d'abord. Donc, pour vérifier les branches,
on fait git branche pour vérifier toutes les branches. Je dis bien toutes les branches. -a. Alors donc il y a seulement la branche develop. Ouais, il y a seulement la branche develop pour l'instant. Donc vous n'aurez pas à modifier le nom de la branche, etc. Alors donc on peut aussi modifier le nom de la branche develop. Donc on va mettre seulement git. Pour modifier le nom, git branch-grand thème et vous mettez main. Donc quand vous tapez git